Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour et bienvenue dans Osez entreprendre, le rendez-vous des entrepreneurs de Sud Radio. Allez, je vous propose pour ce dimanche matin, on va commencer avec la saga des produits alimentaires. Président, notre grand témoin Adeline Pérez, autrice, on va parler des managers toxiques, mais pas seulement. Et pour terminer, je vais vous dire comment bien protéger vos inventions et vos créations. Allez, on commence en partenariat avec le magazine Entreprendre. On va plonger dans l'histoire d'une marque iconique de nos tables, la marque Président. Tout débute en 1968. C'est Jean-Noël Bongrain qui décide de créer cette marque, mais les racines remontent à son père, André Beignet, qui avait fondé une petite fromagerie en Mayenne dans les années 30. Il souhaite créer une marque capable de rivaliser avec les grandes références, tout en étant accessible à tous. C'est un titre qu'il lance Président, cette fameuse marque qu'on connaît tous en 1968, avec l'idée d'incarner le savoir-faire fromager français et de transmettre une image de prestige, d'où ce nom évocateur de Président. Dès la sortie du premier camembert, le succès est au rendez-vous. Ce camembert Président était le point de départ, mais Jean-Noël Bongrain ne s'est pas arrêté là. Il a rapidement élargi la gamme avec du beurre, du brie et d'autres produits laitiers, tout en misant sur une communication très marquée par la qualité française. Dans les années 80, la marque prend une dimension internationale avec des campagnes publicitaires marquantes et devient synonyme de savoir-faire, de tradition à travers le monde. Alors aujourd'hui, les produits Président sont présents dans plus de 150 pays. C'est une marque incontournable qui continue d'innover avec des produits bio ou allégés, tout en restant fidèle à son identité. Aller offrir des produits de qualité, accessibles et symbolisant le savoir-faire français, c'est Président. Elle est maintenant un leader mondial dans le secteur des produits laitiers, mais son histoire reste profondément ancrée dans la tradition familiale. Bonjour Adeline Pérez. Bonjour. Vous êtes autrice, vous venez de publier Manager toxique, mode d'emploi chez Hachette, que je montre à notre caméra pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr. Vous êtes mon invité ce dimanche matin. Alors, j'ai retenu votre livre parce que, effectivement, déjà la thématique, c'est un programme, Manager toxique. On se dit effectivement, quelques années après la Covid, après tout ce qu'on a vécu en France et à l'étranger, on se dit c'est intéressant de s'arrêter sur cette problématique. Alors vous avez travaillé pendant 14 ans en entreprise, vous avez eu 16 managers, d'ailleurs 16 managers en 14 ans, ça pose déjà question. Et vous considérez que les 3/4 n'étaient pas faits pour manager. Alors pourquoi d'abord avoir écrit ce livre ? Alors déjà, merci. Exactement. Moi, la question que j'avais, c'était sur 3/4 des managers. Est-ce que c'était tous des managers forcément toxiques ou est-ce que c'était moi la personne toxique ? Je me suis vraiment posé cette question parce que sur le coup, j'ai pas vraiment su quoi faire. J'ai juste subi la situation. Et moi, ma question, c'était et si je crée une boîte à outils avec tous les conseils de toutes les personnes qui sont passées par là pour m'en sortir. C'est un peu une thérapie. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Et grâce au réseau, je me suis rendu compte que, puisque les abonnés viennent me raconter leurs anecdotes en entreprise, je me suis rendu compte à quel point c'est courant comme situation. Donc, je me suis dit, ce livre ne va pas aider que moi dans le passé, mais également une super boîte à outils pour les personnes qui pourront venir piocher à l'instant T ce dont ils ont besoin, selon leur situation, selon le type de boss et selon leur personnalité à eux aussi. Alors, soyons honnêtes, Adeline Pérez, c'est pas forcément un phénomène nouveau, c'est probablement un phénomène dont on parle un peu plus en revanche. Exactement, oui. De toute façon, le management est en évolution constante et c'est aujourd'hui avec tout ce qui se passe, la libération de la parole, les changements dans la société où on ose de plus en plus dire et dénoncer les abus et on doit quand même reconnaître qu'il y a eu quand même pas mal d'abus en entreprise et aujourd'hui avec toutes les nouvelles générations, c'est vrai que le sujet est vraiment du moment. Alors, on va rester un instant quand même sur cette notion de manager toxique. Comment vous pourriez définir le terme ? On est d'accord que le terme toxique est quand même hyper marketing. Oui. Il est un peu utilisé à toutes les sauces. Mais au moins, on voit exactement de quoi on parle. C'est vraiment ce sentiment où on va être humilié, rabaissé en entreprise, où on va avoir la boule au ventre, on va avoir plein de signaux indépendants de notre travail qui vont être la plupart du temps liés au management qu'on subit et qui n'est pas adapté. Et je pense que dans la plupart des cas, il y a des solutions. Selon certains types de managers, c'est pas la peine de lire un livre, il faut partir. Mais je pense que par la communication, certains managers, certaines relations peuvent être fortement améliorées. Alors, je le montre toujours à l'écran pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr. Vous décrivez sur 160 pages quand même, parce que c'est pas simplement un petit manuel de survie, j'ai bien compris, des portraits robots de managers toxiques, mais ce n'est pas votre seule vision, car ça a été alimenté par des interviews que vous avez étudiées en dehors de la France, des modèles danois, américains, italiens, allemands. Je suis pas forcément
forcément exhaustif. Sommes-nous, c'est ma question, le pays le plus touché par ce syndrome du manager toxique ? Alors, la plupart des témoignages que j'ai eus, je dois reconnaître que oui, c'est souvent ciblé sur la France. Alors, est-ce que c'est le point de vue de la plupart des autres pays, c'est quelque chose de culturel, on a un rapport à la hiérarchie un petit peu sclérosé, où le chef, c'est un peu la toute-puissance, et nous, on est dessous, on obéit. Et, peut-être aussi, Adeline Pérez, parce qu'on est râleur en France, hein, c'est tout souvent dit d'ailleurs, donc on aime bien se plaindre. Alors, on râle pas, on constate, c'est pas pareil, mais ça peut être perçu comme ça. Oui, d'accord. Alors, dans les managers toxiques, moi j'ai lu votre ouvrage, j'ai regardé, c'est bien documenté, d'ailleurs c'est assez agréable, parce qu'on peut le lire d'une traite, on peut le lire aussi par partie, hein, c'est fait de manière à, effectivement, nous amener à le lire un petit peu comme ça, comme on a envie. Alors, vous faites des portraits. Dans les managers dits toxiques, vous en décrivez 6. J'en ai choisi un, moi. Hein, c'est le manager méga égo. Bon, déjà le terme. Alors, selon vous, le pire des managers sur l'échelle de la toxicité, hein, je vous cite, vous le comparez au roi soleil. La règle de base avec lui, ne pas le surpasser. Il doit toujours se sentir supérieur. Il s'approprie le travail des autres. C'est monsieur moi-je. Bon, il donne envie, votre manager toxique, là. Ces personnes, souvent, c'est les patrons de leur boîte. Donc, c'est eux qui l'ont créé. Ça va être des personnes très charismatiques, qui sont habituées à être dans les feux des projecteurs. Ils ont travaillé dur pour ça, ou pas. Mais en gros, ils ont leur place et ils vont la protéger à tout prix. Et c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à, la plupart, hein, encore une fois, on généralise, mais chaque cas est différent, c'est la personne qui va piquer les idées, qui s'approprie le travail parce que c'est sa boîte. Et dans ce cas-là, si vous voulez gravir les échelons, et potentiellement lui piquer sa place, là, ça risque de devenir très compliqué pour vous, la relation avec cette personne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément de possibilité d'exister ou de coexister facilement avec ce type de personnalité. Et à vous lire entre les lignes, le conseil, c'est d'aller voir ailleurs, en définitive. Parce que de toute façon, autrement dit aussi, c'est un créateur de la société, donc c'est la sienne, vous n'avez pas lui piquer sa place. Quand j'ai parlé avec les personnes qui ont travaillé avec le roi soleil, les rois soleil, une des stratégies qui revenait, alors la plupart, hein, je suis d'accord, c'est voilà, si vous avez envie de briller, ce ne sera pas ici, mais une des stratégies, c'était de déjà s'inspirer de la stratégie de ces personnes qui sont très intelligentes, qui ont un réseau très étendu, de déjà voir comment elles ont mis en place tout ce système pour peut-être vous apprendre à vous faire un réseau si c'est quelque chose que vous ne savez pas faire, et aussi peut-être attendre le moment où la personne va moins briller pour à ce moment-là montrer vos compétences. Alors, pardon, je vous en prie. Non, c'est bon, j'avais fini. On a aussi les collaborateurs toxiques, hein, parce qu'il faut rééquilibrer aussi le propos, parce que si on écoute ça, on se dit il y a que des managers toxiques et les collaborateurs, c'est des gens bien. C'est pas forcément vrai, c'est ce que vous décrivez aussi dans votre ouvrage. Et parmi eux, vous avez trouvé le collaborateur qui se plaint tout le temps. Hein. Vous dites même que vous en faisiez partie, vous vous victimisiez, vous aviez tendance à râler et à vous plaindre plutôt qu'à agir pour faire changer la situation. Ça, c'est aussi quelque chose que vous avez constaté, au-delà de l'avoir vécu. Exactement. Et je rappelle juste, le travail de manager, c'est quand même hyper difficile. C'est des personnes entre le marteau et l'enclume, et on peut avoir un petit peu tendance à tout mettre sur le dos du chef. Alors, je ne fais pas du victim blaming. Je prends vraiment à part les personnes qui sont en souffrance avec des managers violents physiquement et verbalement. Mais moi, dans mon cas, c'était juste des personnes qui faisaient leur boulot et qui forcément n'étaient pas tout mielleux tout le temps. Mais j'avais tendance à me victimiser et à un peu tout prendre personnellement, alors que parfois, il faut quand même arriver à prendre du recul. Et au lieu de régler le problème directement, je rentrais dans cette dynamique du triangle de Karpman en me victimisant et en allant à la machine à café raconter à mes collègues « Et gna, il a dit ça, tu te rends compte, il m'aime pas, nanana. » Et ça n'a rien de constructif, puisque je râlais sans apporter de solution. Et au lieu de parler avec la personne concernée, j'allais parler et juste alimenter des rumeurs ou du gossip, ou voilà, c'était rien de constructif. Donc, c'est pour exister quelque part. Pour exister quelque part, on a besoin, on est dans une souffrance, on a besoin de se sentir soutenu dans cette souffrance un peu familière, au lieu d'en sortir et d'aller parler avec son chef et de trouver des solutions et de devenir constructif dans la relation avec son manager. Merci Adeline Pérez d'être passée du côté d'Oser Entreprendre. Et je rappelle, je le montre à l'écran une nouvelle fois, que vous venez de publier Manager Toxique chez Hachette. Et on peut également d'ailleurs vous suivre, hein, comme vos 158 000 followers sur TikTok sous le nom de Amour de Chef. Merci à vous. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente
Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et je vais vous parler maintenant d'un sujet qui est très important quand on est créateur d'entreprise, c'est de se protéger. La protection intellectuelle, c'est quoi? Ça fonctionne de quelle manière? Comment peut-on protéger ses inventions et ses créations? Alors, c'est ce qui permet évidemment de protéger tout ce qui est création, innovation, logo, marque, brevet également. On va révolutionner tout ça à un moment donné dans notre façon de travailler. On va inventer une nouvelle technologie, mais seulement, sans protection, rien ne vous empêche qu'un concurrent vous copie. C'est là qu'interviennent les outils comme le brevet, la marque ou le droit d'auteur. Allez, on va prendre un exemple d'un inventeur. Il dépose un brevet. Vous pouvez être cet inventeur, ceux qui nous écoutez ce dimanche matin. Ce brevet lui donne l'exclusivité de l'exploitation de son invention pendant une durée limitée, généralement une vingtaine d'années. Cela veut dire que personne ne peut l'utiliser sans son autorisation. Cela protège l'aspect technique d'une invention. C'est pareil pour une entreprise qui crée donc un logo ou une marque, comme je le disais. Elle peut déposer cette marque pour être la seule à pouvoir l'utiliser. Alors, il y a des étapes, évidemment, dans ces protections. Si c'est un brevet que l'on souhaite déposer, il faut passer par l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle en France, l'organisme qui gère tout ce qui concerne cette fameuse propriété industrielle. Il faut s'assurer que l'invention est nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été rendue publique avant. Pour une marque, il suffit également de la déposer auprès de ce même organisme avec des recherches préalables pour vérifier que personne ne l'a été utilisé. Mais si par exemple on parle d'œuvres artistiques, on peut faire un dépôt à la SACEM, la fameuse société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique pour les musiciens, ou d'autres organismes similaires, mais le droit d'auteur s'applique automatiquement dès que l'œuvre est créée, à condition de pouvoir prouver que vous en êtes l'auteur en cas de litige. Allez, je vous retrouve dans quelques instants, après la publicité. Est-ce que les Français vont investir en immobilier d'ici fin 2024? J'y réponds avec notre invité dans Osez investir.